Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc, je suis Juliette Donadieu, la directrice générale de la Gaîté Lyrique. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir aujourd'hui. Et avant toute chose, je voudrais remercier et souhaiter la bienvenue à Madame la maire de Paris, chère Anne, à Monsieur le président de Reporters sans frontières, cher Pierre, et Monsieur le directeur général de Reporters sans frontières, cher Thibault. Fêter les 40 ans de Reporters sans frontières, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire aussi beaucoup pour nous, la Gaîté Lyrique, ce lieu culturel de la ville de Paris, engagé au cœur de la société, qui ne cesse d'affirmer le lien indissociable entre la culture et les médias pour comprendre le monde et pour donner aux citoyens et aux citoyennes le pouvoir d'agir. Je crois que nous partageons profondément des valeurs communes, des valeurs à protéger dans l'époque que nous vivons, des valeurs de création, de solidarité, d'hospitalité, d'indépendance des médias, de lutte contre la désinformation, avec la nécessité de soutenir au quotidien les créateurs, les artistes et les journalistes. C'est ce que nous faisons à la Gaîté Lyrique et c'est ce que nous continuerons à faire. Nous avons le plaisir de développer un programme avec RSF et Singa notamment, avec un incubateur Voix en exil qui accompagne des journalistes en exil. Mais aussi, nous avons plusieurs autres incubateurs qui accompagnent des médias avec Artifarti et Arte. C'est un immense plaisir de pouvoir faire vibrer la Gaîté aujourd'hui avec les 40 ans de Reporters sans frontières, toute la journée et toute la nuit. Je tiens à remercier les équipes de la Gaîté et les équipes de Reporters sans frontières qui ont travaillé depuis plusieurs semaines pour vous offrir ce programme. Je crois que c'est sans aucun doute le début d'une belle histoire et je pense que voilà, la collaboration va être longue et fructueuse. Et pour terminer, chers amis de RSF, cher public, je vous souhaite un très, très joyeux festival, un joyeux anniversaire pour vos 40 ans. Ce lieu est à vous. Merci beaucoup. Merci Juliette, merci beaucoup à vous. Et permettez-moi de vous dire combien je suis heureuse d'être ici en compagnie d'élus qui se battent aussi au quotidien sur ces sujets relatifs à la démocratie, à la liberté de la presse. Je veux saluer bien sûr mon premier adjoint, cher Patrick Bloch, à qui on doit des lois, parce qu'avant d'avoir été simplement premier adjoint à mes côtés, il a été aussi à l'Assemblée nationale porteur d'une loi, notamment Bloch, sur nos sujets, et il reste extrêmement attentif. Je veux saluer aussi Jean-Luc Romero, qui, comme adjoint à mes côtés, porte les questions de droits humains, de lutte contre les discriminations, et bien sûr qu'il y a une dimension internationale très très forte à cela. Et puis Aurélie Filippetti, comme directrice des affaires culturelles de la ville, mais qui a été aussi ministre de la culture et des médias, et donc a eu elle aussi à porter ces sujets. Et en fait, ces sujets, on les porte tout le temps parce que ce qui nous caractérise, c'est d'être attachés à la démocratie. Et il n'y a pas de démocratie possible sans presse libre, indépendante, pluraliste et honnête. Et donc, je veux vous remercier, cher cher Pierre Aski, d'abord, président de cette très, très belle organisation que j'ai plaisir à écouter parce que, pardon, je vais faire mes petits commentaires personnels, mais c'est vrai qu'en matière de décryptage international, je trouve que Pierre Aski est quand même celui qui nous permet vraiment, vraiment de bien comprendre le monde qui nous entoure, et je veux le remercier aussi pour cela. Et puis Thibault Brutin, le directeur général également de Reporters sans frontières. Alors je suis heureuse d'être là, de fêter ces 40 ans d'un combat essentiel que vous menez à travers le monde, ici en France. 40 ans à défendre ce qui permet aux démocraties de tenir, le droit d'informer, de comprendre, de se documenter. Je n'oublie pas, comme vous, que dans le résultat du Conseil national de la résistance, il y avait évidemment toutes ces bases sur la liberté de la presse, la liberté d'expression et sur les médias, parce que nos aînés, ceux qui ont connu la bascule, ceux qui ont connu la guerre, ceux qui ont connu la prise de pouvoir de Hitler, tous
on dit plus jamais ça, et dans le plus jamais ça, cela passait aussi, bien sûr, par l'information qui permet aux citoyens de pouvoir comprendre le monde et de pouvoir être libres dans leurs choix et non pas manipulés. Je n'oublie pas que c'est notre héritage et qu'en fait, RSF est vraiment un enfant de cet héritage. Alors je suis très heureuse d'accueillir cet anniversaire. Vous le savez, nous avons une relation ancienne et fidèle à RSF avec Paris, la ville de Paris. Et c'est vraiment une relation qui s'est aussi consolidée au fil des années, comme en témoignent beaucoup d'opérations menées ensemble. Bien sûr, aujourd'hui, cet anniversaire ici à la Gaîté Lyrique, mais je pense aussi en ce moment même à cette exposition sur les grilles de la Tour Saint-Jacques que nous avons réalisée en partenariat avec un autre très beau lieu parisien qui est la Maison européenne de la photographie, que nous avons porté avec la ville de Paris et qui porte sur 3 sujets vraiment très importants: l'environnement, l'exil et les crises. Et bien sûr, pour connaître l'environnement, l'exil et les crises, il faut celles et ceux qui nous le font connaître, et notamment les journalistes. Alors, RSF est vraiment une fierté française. C'est une vigie qui est unique et indispensable, qui nous rappelle en permanence à la vigilance, parce que la liberté de la presse, on le sait, est loin d'être acquise. Je pense évidemment à votre classement mondial de la liberté de la presse que vous publiez chaque année depuis 2002, qui recense les reculs pays par pays. Et aujourd'hui, ces reculs touchent toutes les régions du monde, y compris celles qu'on croyait les plus protégées. Alors je veux vraiment saluer celles et ceux qui, depuis 40 ans, portent cet esprit de RSF. Ce réseau international ici présent, les journalistes, les photographes, les correspondants, les rédactions que vous accompagnez. La liberté de la presse, je l'ai dit, on l'a dit, c'est une part essentielle de nos libertés publiques et de notre démocratie. Elle l'a toujours été. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est plus indispensable que jamais et sans doute plus fragile que jamais. Et je tiens vraiment à exprimer là ma joie, partagée par beaucoup d'entre nous, quant à la libération de Boualem Sansal, qui n'est pas un journaliste, qui est un écrivain, mais sa voix a longtemps été empêchée et elle nous revient. Et elle nous revient à un moment où nos démocraties ont besoin plus que jamais d'écrivains libres, de personnes libres, capables de nous rappeler que la liberté d'expression n'a de sens que si elle s'exerce pleinement et pas dans un détournement de cette liberté d'expression qui amène finalement aujourd'hui à combattre cet édifice démocratique qui a été bâti avec cette liberté de la presse comme pilier. J'ai souhaité aussi, et nous avons porté ensemble avec Patrick, avec Jean-Luc Romero aussi, tout un engagement auprès de Christophe Glaise, avec sa famille aussi, ses parents, et nous allons voter à nouveau le Conseil de Paris de la semaine prochaine. Nous allons voter à nouveau un vœu demandant sa libération. J'ai écrit aussi au président Tebboune, comme je l'avais fait pour Boualem Sansal, pour demander cette libération. Et comme vous, nous allons être très attentifs à ce qui va se passer. Nous n'allons rien lâcher. On peut applaudir Christophe, évidemment. Je pense aussi à tous ces journalistes emprisonnés à travers le monde, plus de 500. Mais si je suis ici ce matin, c'est aussi pour témoigner de cet engagement de Paris aux côtés de celles et ceux journalistes, artistes, activistes qui prennent des risques pour cette liberté de la presse, pour la liberté d'informer et pour la liberté de penser. Parce que cette responsabilité, Paris la prend vraiment comme un devoir et nous l'assumons depuis longtemps. Nous sommes une capitale des libertés, une capitale des droits humains. Et chacune d'entre nous peut penser à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à la Déclaration universelle aussi, qui en 1948 a porté ces piliers de la démocratie que nous connaissons aujourd'hui. On peut penser aussi à la voix de Victor Hugo devant l'Assemblée nationale ou à la Déclaration internationale sur l'information et la démocratie de RSF, signée à Paris.
Paris, la ville, agit d'abord là où elle est attendue. Et un sujet sur lequel nous sommes attendus, c'est l'éducation. Et nous savons que la première des protections contre les manipulations de l'information, contre la violence des rumeurs, contre la désinformation, la confusion organisée, c'est l'esprit critique, le discernement. Savoir, c'est pouvoir. Pour nous, c'est une évidence. Alors nous avons développé un programme d'éducation à l'image, d'éducation aux médias, à l'information, construit d'ailleurs avec des journalistes, avec des enseignants, et qui touche désormais des milliers d'élèves. Et on a des lieux pour cela. On a bien sûr la Maison du Geste et de l'Image, le Théâtre de la Concorde, qui sont devenus des lieux civiques auxquels vous participez, les journalistes, et qui sont démocratiques et qui apprennent vraiment à décrypter. Mais nous avons aussi agi de manière très concrète pour protéger les personnes qui, elles, sont menacées. Nous faisons partie d'un réseau de maires, d'élus à travers le monde, le réseau ICORN, qui est le réseau des villes-refuges. Et Paris a rejoint ce réseau en 2011 pour soutenir celles et ceux qui, dans leur pays, payent un prix fort pour leur engagement dans les droits. Nous avons par exemple accueilli 3 résidentes ICORN, Amira Al-Sharif, qui est une photographe yéménite, Yanatoun Nayem Priti, qui est écrivaine et militante bangladaise, et Afaf Al-Hadji, journaliste syrienne. Chacune d'entre elles a trouvé refuge à Paris, beaucoup d'autres bien sûr. Mais nous soutenons, et notamment pour ce refuge, la Maison des journalistes. Ça aussi, c'est une initiative unique au monde. On l'a fondée en 2002. J'étais là à son inauguration pour porter ce lieu qui permet aussi d'accueillir, voilà, de faire se réinsérer, de repartir par le travail de journalisme, des journalistes qui étaient empêchés, menacés dans leur pays. C'est un lieu exceptionnel et pour nous, il compte beaucoup. Et puis aussi, nous avons fait, chaque fois qu'il était nécessaire de le faire, des citoyens d'honneur qui permettaient, par cette citoyenneté d'honneur de la ville de Paris, d'envoyer un signal, une alerte et de constituer un levier nécessaire qui a souvent débouché sur la libération de celles et ceux qui ont été emprisonnés. Donc, je voudrais saluer bien sûr la présence de tous les intervenants. Je l'ai fait pour notamment Pierre Aski, parce que nous savons que les menaces s'intensifient et que le journalisme se transforme. Et c'est précisément le thème aussi de votre journée et de votre festival. Informer le monde de demain. Oui, informer le monde de demain. C'est affronter d'abord ce qui se passe aujourd'hui et qui fragilise l'information. La désinformation qui s'industrialise, la confiance dans les faits qui s'érode, la confiance en tout, la confiance dans toute parole, d'où qu'elle vienne, tout est mis en cause et en doute. Et ce n'est pas l'esprit critique, là, c'est autre chose, c'est une destruction qui est à l'œuvre, une déconstruction-destruction qui est à l'œuvre, les fake news qui se répandent et les journalistes qui partout restent dans le monde des cibles. Et je suis parfaitement consciente de tout cela. Permettez-moi cette formule, moi-même très bien informée et très bien au cœur de ces cibles et de ce système de destruction pour en être souvent une des cibles. Informer le monde de demain, c'est aussi affronter un deuxième bouleversement, ce recul des libertés. Dans trop de régions du monde, la liberté de la presse a désormais beaucoup plus de prédateurs que de défenseurs, c'est un fait. Les conflits de sang se multiplient. Et dans chaque guerre, les journalistes sont les premiers visés parce qu'ils documentent des faits et des réalités que d'aucuns voudraient taire, masquer et rendre invisibles. Informer le monde de demain, c'est comprendre que l'information elle-même change de nature, bien sûr avec l'intelligence artificielle, ses dérives. Je pense à votre charte de Paris sur l'IA qui rappelle les principes indispensables d'une information libre, humaine, responsable et honnête. Je pense aussi à la désinformation massive sur le climat qui constitue l'un des plus grands défis du siècle. Et on en parlait avant de venir, ça a même fait l'objet d'une discussion lors de la COP de Belém ces quelques derniers jours.
Et nous avons participé aussi à une réunion passionnante que vous avez voulu, que vous avez portée, vous RSF, lors du Forum de Paris pour la paix, autour du président de la République, avec des chefs d'État et de gouvernement confrontés eux aussi à cette désinformation. Je pense lors de cette réunion la présence de la présidente moldave, qui ont les uns et les autres partagé leur inquiétude grandissante face à cette information et qui, parce que vous y avez poussé aussi, ont décidé d'agir par la loi, par le droit, d'agir par une information et un soutien qui doit être un soutien sans faille à cette liberté d'information. La désinformation massive qui se déverse aussi chaque jour sur les réseaux sociaux, qui vient supplanter l'information, celle que les journalistes professionnels élaborent chaque jour et parfois, hélas, au risque de leur vie. Les réseaux sociaux, je suis sortie en novembre 2023, du réseau X, j'avais 1 500 000 followers. J'ai préféré laisser ce torrent de boue et de haine continuer à se déverser tout seul, sans être un instrument de cette amplification, puisque c'est quand même à ça qu'on sert quand on a des gros comptes, de cette haine et de cette désinformation. Et même au sein des démocraties, évidemment, des pressions, des intimidations, des tentatives de contrôle et de captation qui se multiplient, avec la peur qui vient envahir. Ah, si on bouge, ah, si on dit, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que le meilleur remède contre la peur, c'est la parole libre, et de dire tout haut ce qui se passe et ce qui voudrait nous intimider. En tous les cas, moi, c'est le choix que je fais. La liberté de la presse n'est jamais acquise, nous devons la protéger, et il ne faut pas avoir peur parce que nous sommes beaucoup plus nombreux à vouloir un système, y compris en se faisant critiquer. C'est normal d'être critiqué, c'est normal d'être décortiqué dans ses actes, ses paroles et ses gestes, a fortiori quand on a une responsabilité publique ou politique. Mais le mensonge, la désinformation, le harcèlement, la haine, ça n'a pas de place en démocratie, ça détruit la démocratie. Alors, il ne faut pas avoir peur et il faut dire les choses. Et Paris joue un rôle dans cette façon de ne pas avoir peur. Je veux bien sûr saluer la mémoire de Christophe Deloire, ici, notre ami, un très très grand ami, ce directeur emblématique, visionnaire, qui a disparu, qui est parti trop tôt, mais sa détermination, je le sais, continue de vous inspirer, d'inspirer l'action de RSF et notre action à toutes et à tous. Alors vraiment, ayons conscience que nous sommes beaucoup plus nombreux à faire le choix de la paix dans ce monde que celui de la guerre, beaucoup plus nombreux à faire le choix et à vouloir vivre dans la fraternité que dans la haine de tous contre tous. On en sait quelque chose dans cette ville. Et je pense que cette force-là, cette force collective doit nous porter avec nos différences. Nous sommes tous différents, nous prenons et nous portons des messages différents parce que nos positions sont différentes. Et ça n'est pas un problème du tout. Au contraire, ce qui nous réunit, c'est la soif de vérité et de faire triompher la démocratie. Et sans liberté de la presse, sans journalistes, sans groupes qui puissent porter cette parole, y compris avec des opinions différentes, mais en sachant à qui on a affaire, sans cela, la démocratie mourra. Et on sait que ça peut mourir très vite, parce que ça va très vite, et qu'on ne veut pas de ça. On s'est beaucoup relevé de tout dans cette ville et dans notre pays. Alors relevons-nous, mais grâce à vous, parce que vous êtes une des vigies indispensables pour permettre d'envisager le monde de demain avec sérénité et avec aussi esprit de résistance et de combativité. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Madame la maire pour ces mots chaleureux. Je voudrais dire que la mairie de Paris, depuis que Reporters sans frontières s'est implantée à Paris au début des années 90, a toujours été à nos côtés. On pourrait parler de 1000 actions qui ont été entreprises ensemble. Il y en a 2 qui me viennent à l'esprit. Il y en a une qui était un pari fou. On avait dit, est-ce que la mairie accepterait un jour d'éteindre la Tour Eiffel pour les journalistes décédés, tués à travers le monde? La mairie l'a fait. Et je sais qu'il est dans la salle aussi. Nous avons un de nos correspondants, Khaled Drareni, qui a été détenu en Algérie.
Et nous avions proposé de mettre une bâche gigantesque sur un immeuble appartenant au parc immobilier. Et là aussi, la mairie était au rendez-vous. Donc un immense merci pour ce compagnonnage qui se manifeste dans des centaines d'actions qu'on a pu entreprendre ensemble au fur et à mesure des années. Un grand merci à la Gaîté Lyrique de nous accueillir. Merci à Juliette, à toutes ses équipes. C'est un lieu formidable, gigantesque, très beau, très citoyen aussi. Et je crois que c'est la tonalité que nous voulions donner à ces 40 ans de Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, c'est aujourd'hui la plus grande organisation de défense de la liberté de la presse à travers le monde. Nous sommes aujourd'hui une organisation qui travaille sur tous les continents, dans 180 pays, avec 15 bureaux et sections. Mais Paris est le secrétariat général de Reporters sans frontières. C'est là que se trouve le centre de nos activités. Et je crois que c'est un privilège aujourd'hui de pouvoir respirer dans cet écosystème parisien. Parce que nous croyons que la liberté de la presse, c'est évidemment une liberté qui se manifeste par la sécurité des journalistes, ne pas être détenus, ne pas être battus, ne pas être matraqués, ne pas être incarcérés, mais aussi par toute une autre dimension de la liberté de la presse, qui est aussi l'économie des médias, et on va en parler aujourd'hui, la confiance des citoyens, la régulation du chaos digital qui aujourd'hui invisibilise l'information, et puis aussi des décideurs publics qui font un bon usage de la parole journalistique. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ce festival « Informer le monde de demain ». Pour nous, il est vraiment important de réfléchir à, évidemment, d'où vient RSF, des 40 années qui se sont écoulées, où en est le journalisme aujourd'hui et vers où il va. Parce que je crois que, évidemment, nous sommes tous convaincus, si vous êtes là, je crois que c'est un signe qu'il faut du journalisme à l'avenir, qu'il est indispensable aux sociétés, mais on voit la violence des attaques, on voit le mouvement que les prédateurs de la liberté de la presse adoptent. RSF a réussi, et je crois réussi chaque jour mieux, à être à la hauteur des défis, au rendez-vous de l'histoire. Et je crois que c'est à la fois l'occasion de célébrer et de réfléchir ensemble. Alors, avant d'aller plus loin et de passer la parole à notre président, Pierre Aski, dont je tiens à saluer l'engagement avec RSF depuis 2017. C'est quelqu'un qui, vous avez l'occasion de l'entendre le matin. Moi, quand je l'entends le matin, ça veut dire que je suis en retard et qu'il est temps que je me précipite vers le bureau. Il lui revient la tâche compliquée d'expliquer le monde à nos concitoyens tous les jours. Et je crois qu'un des mouvements du monde que l'on voudrait illustrer par une vidéo aujourd'hui, c'est le fait que la menace aujourd'hui contre l'information, contre le journalisme, n'a jamais été aussi proche. Donc, je vais terminer par vous dire qu'on va vous lancer la vidéo de fin d'année de Reporters sans frontières. C'est à l'image de ce que nous essayons de faire avec ce festival, et vous êtes très nombreux, on attend près de 1000 personnes aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la liberté de la presse et le droit à l'information des citoyens soient un combat populaire dont tous les citoyens peuvent être les acteurs. Merci à vous. Bonjour à toutes et tous. Ne voyez pas de symbole dans cette séparation entre... C'est juste qu'il fallait occuper l'espace. Quand j'ai commencé dans ce métier, il y a plus de 50 ans, je dois dire, c'était l'année où la révolution éthiopienne mettait à bas l'empire d'Haïlé Sélassié. Et tous les jours, je me précipitais dans la lecture du Monde parce qu'il y avait un reporter sur place
qui racontait d'une manière absolument formidable tout ce qui se passait en Éthiopie. Et j'ai encore en tête des images de ces récits, de cette page d'histoire qui est une des grandes pages d'histoire du XXe siècle. Il s'appelait Jean-Claude Guibaud. Il a été un des fondateurs de RSF à ses débuts et il a été président de cette organisation pendant 7 ans. Il est mort il y a quelques jours et il a été inhumé hier. Et je voulais lui rendre hommage aussi parce qu'il se trouve que cette admiration que j'avais pour lui, qui était une inspiration quand j'étais un tout jeune journaliste, a fait que c'est vers lui que je me suis tourné quand j'ai voulu publier mon premier livre, qui me l'a publié au Seuil, où il dirigeait une collection qui avait un nom extraordinaire, l'Histoire immédiate. Et c'est ce que nous, journalistes, faisons ou essayons de faire. Donc merci Jean-Claude Guibaud, qui a été un des grands parmi les grands. Merci. Cette transmission, ce passage de témoins générationnels, il fait partie de la longue histoire du journalisme. Et d'une certaine manière, c'est l'illustration de ce que nous faisons aujourd'hui, informer pour le monde de demain. Et c'est ce que nous allons faire dans cette table ronde, qui n'est pas ronde, avec... on est 3 qui représentons 3 formes de médias différents, une différence aussi générationnelle, mais qui permet peut-être d'aborder de manière extrêmement forte ce monde de demain dans lequel nous entrons. Elena Berkaoui, rédactrice en chef du Bondi Blog. Le Bondi Blog n'a pas 40 ans, mais il en a 20. Il est né en 2005, au moment du soulèvement des quartiers populaires, après les événements de Bondy, et Serge Michel, qui est dans la salle, journaliste suisse, qui a eu cette idée géniale de créer le Bondi Blog. 20 ans après, le Bondi Blog est toujours là, et c'est un média très particulier, nous verrons, et qui occupe une place dans ce paysage médiatique français assez particulier. Gaspard G, qui lui est dans un autre lieu, qui est YouTube. YouTube est aujourd'hui, on ne le sait pas assez, le premier média en France, le premier support de médias en France. C'est la destination de millions de Français de tous âges, mais beaucoup chez les jeunes. Et la qualité de l'information sur YouTube, c'est un enjeu absolument majeur. Et Gaspard G, qui a une chaîne qui a, je crois, 1,5 million d'abonnés, plus, non, moins, 1,5 million. Voilà, c'est déjà pas mal. Et qui est en dessous du radar pour une partie de ma génération, mais qui fait un travail absolument indispensable. Et moi, je suis sur le service public de la radio. Et donc, on a trois espaces qui sont un peu différents et qui nous permettent de réfléchir par ces allers-retours sur ce que sera l'information de demain. Alors, je vais peut-être commencer par vous demander de vous présenter et de présenter le lieu d'où vous parlez, c'est-à-dire comment vous êtes arrivé au journalisme et pourquoi vous avez choisi cette forme de journalisme-là dans ce lieu-là. Elena ? Bonjour, déjà merci pour l'invitation. Alors, moi je suis rédactrice en chef du Bondi Blog depuis à peu près 2022. Le Bondi Blog, comme tu le disais, c'est un média associatif qui est assez particulier, où c'est une rédaction ouverte, où on forme des jeunes. C'est un espace qui est assez unique en réalité, qui est très très vivant. Et moi, j'ai pas un parcours conventionnel dans le sens où j'ai fait des études de droit, mais j'ai pas fait d'école de journalisme reconnu. Je suis passée un peu par la fenêtre, on va dire. Je suis moi-même issue d'un quartier populaire, d'une famille précaire, disons-le, et d'un père issu de l'immigration maghrébine. Et donc le Bondi Blog, en fait, c'est un espace qui est encore une fois assez particulier, mais c'est un espace où on peut aller en fait justement sans avoir tous ces codes-là, sans avoir une carte de presse, sans avoir un bagage culturel extrêmement imposant, et où en fait où nos histoires, on va dire, comptent, et où en fait on nous demande simplement de les raconter, parce que c'est ça avant tout le métier de journaliste, c'est de raconter des histoires
d'aller voir des gens, de documenter en fait ce qui se passe, nos réalités, la réalité des quartiers populaires. Donc voilà, je pense que ça répondait plus ou moins à la question. Absolument. Gaspard ? Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous. Merci de nous avoir réunis et bravo d'avoir fait la démarche de venir un samedi matin parce que, pour un sujet aussi important, parce que c'est pas évident. Donc merci d'être là et merci pour votre accueil. Je m'appelle Gaspard, donc je suis créateur de contenu, youtubeur, même si je ne suis pas affilié particulièrement aux géants américains. J'essaye d'être sur d'autres plateformes, mais c'est vrai que c'est sur YouTube que nos documentaires ont le plus d'attention. J'ai 27 ans, donc je fais de l'information, je pense, très en phase avec ma génération. Si j'étais né 15 ans ou 20 ans auparavant, j'aurais voulu faire un magazine. Et si j'étais né 10 ans après, peut-être que j'aurais fait un compte TikTok. Je pense que YouTube, ça a toujours été ma manière de produire du contenu, de produire quelque chose. Ça a commencé quand j'avais 10 ans. J'ai ouvert ma chaîne, j'avais 10 ans. Donc ça fait 17 ans déjà que je fais ce petit bout de chemin. C'est important parce que quand on remet en perspective le chiffre que tu as donné, Pierre, en fait, au prorata de 17 ans d'effort, c'est pas si impressionnant que ça. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec une équipe d'une dizaine de personnes, salariés. Et à côté de ça, on travaille avec une quarantaine de journalistes, de monteurs, de cadreurs. On fait des vidéos toutes les 2 semaines sur YouTube qui sont des analyses, des portraits, des documentaires de terrain, des grands moments d'interview aussi pendant les échéances électorales qui durent entre 25 minutes et 1 heure. Et l'approche qui est la nôtre, c'est celle du slow journalism. Désolé, ce sera le seul anglicisme de ma part, mais c'est un journalisme lent, un journalisme qui prend son temps dans un monde où on est bombardé par l'information, où on reçoit de manière presque frénétique sur nos téléphones portables des notifications du monde. On a voulu prendre le pari inverse et de se dire rendez-vous simplement que toutes les 2 semaines, mais pour un format long sur lequel l'audience va pouvoir prendre le temps de s'informer. Donc voilà, c'est le parti pris qu'on a avec l'équipe et ça fait 5 ans que c'est devenu mon métier à temps plein. L'un des enjeux de ce dont nous parlons, c'est comment l'évolution des technologies, l'évolution des supports, l'évolution des techniques journalistiques influe sur ce qu'on fait, finalement. Moi, il se trouve, je racontais ça tout à l'heure, mais mon premier poste, quand j'ai quitté l'école de journalisme, je suis rentré comme stagiaire à l'AFP, et je faisais le résumé des informations du jour qui étaient transmises en morse aux bateaux en mer. Alors, ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est que le résumé de ces informations ne pouvait pas dépasser 140 caractères, exactement la longueur des tweets à l'origine. Donc je ne sais pas pourquoi ce chiffre de 140 est particulier. Mais ce qui est... donc les bateaux... à côté de moi, j'avais un opérateur de morse qui envoyait ça. Les bateaux imprimaient les nouvelles et elles étaient affichées. C'était le seul moyen pour les passagers de ne pas être totalement déconnectés du monde. Donc on leur annonçait qui avait gagné les élections américaines, la Coupe du Monde, etc. Et dans ma vie de journaliste, j'ai connu le morse et l'intelligence artificielle. Et donc ce grand écart que nous vivons tous, puisque tu disais si tu avais commencé 15 ans plus tôt ou 10 ans plus tard, tu serais sur un support différent. La question, c'est qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette et qu'est-ce qu'on transforme dans cette évolution. Et savoir, ça m'intéresse de vous entendre tous les deux là-dessus, comment vous vous inscrivez dans la longue histoire du journalisme? Est-ce que vous en faites partie ou vous avez fait un pas de côté? Alors, pour ce qui concerne le Bondi Blog, nous, on est né en 2005, donc après les révoltes urbaines qui ont été déclenchées par la mort de Zied Ebouna. Et en fait, à cette époque-là, comme le nom du Bondi Blog l'indique, c'était les prémices des blogs. Donc ça a été un espace qui était très nouveau, et qui a permis en fait aussi à beaucoup de voix assez différentes d'émerger.
Donc ça, c'est quelque chose, oui, qui s'inscrit. On n'est pas les seuls à l'avoir fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous les journaux ont des sites internet, ce qui n'était pas le cas par le passé. Maintenant, pour ce qui est des pratiques, des nouvelles pratiques, qu'est-ce qu'on garde? Ça, c'est une question qui est, je trouve, très intéressante. Parce qu'on voit aujourd'hui, nous, la rédaction du Bandy Blog, elle est quand même très jeune. Donc il y a des usages aussi qui sont très différents. Tu vois, comme toi, la question de l'incarnation, je trouve qu'elle est hyper importante. Il y a une rupture de confiance qui est très forte avec le journalisme en général, particulièrement dans les quartiers populaires, pour des raisons évidentes qui sont la montée des discours d'extrême droite, des médias qui portent ces discours-là. Quand on se fait insulter sur des chaînes d'infos en continu toute la journée, on n'a pas forcément envie de faire confiance à ces médias-là. Donc il y a une nécessité en fait de rétablir ce lien de confiance, et l'incarnation, l'authenticité aussi que permet cette incarnation, c'est une des manières d'y parvenir. Après, l'incarnation, je trouve que c'est un peu à double tranchant, parce que parfois, c'est des jeunes tout seuls qui vont aborder des sujets d'actualité sans avoir en fait, les réflexes journalistiques qui sont la vérification de l'information, le croiser ses sources, si on met en cause quelqu'un, respecter le contradictoire et permettre à la personne mise en cause de répondre. Donc je trouve qu'il y a des jeunes qui s'exposent vachement, et ça peut être un problème, ça peut être un problème pour eux déjà, au premier chef. Mais nous, l'incarnation, c'est quelque chose qu'on prend assez naturellement. On a une rédaction qui est jeune, qui est belle, qui est vivante, on a envie de la montrer en fait. Et en fait, pour moi, ce qui reste du journaliste là-dedans, c'est l'aspect très collectif. C'est qu'en fait, on continue à respecter des règles très élémentaires du journalisme. Quand on fait un sujet, on se documente, on fait attention, on vérifie les informations, voilà, tout ce que j'ai dit. Mais par contre, cette incarnation-là, je pense qu'il ne faut pas la mépriser. Dans le journalisme, il y a encore ces réflexes qui sont des réflexes parfois très conservateurs, parfois très nuls, en fait, qui sont de dire « Ah ça, en fait, c'est nouveau, on n'en veut pas ». Moi, je me souviens quand Rémi Buzine, par exemple, est arrivé avec Périscope à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, sur la place de la République, parce que c'était le mouvement Nuit debout. Fallait voir ce qui se prenait dans la gueule, quoi. C'était juste méchant. C'était en mode, ouais, mais un enfant de 4 ans peut le faire, il s'agit juste de filmer les gens. Et en fait, non, il arrivait en fait avec cet outil-là, avec ce côté live de filmer les gens en direct, de leur donner la parole en direct sans qu'il y ait de montage. Il arrivait à récupérer une parole qui était différente que des journalistes traditionnels qui allaient monter un sujet derrière n'arrivaient pas à avoir, en fait, parce que les gens se méfiaient des journalistes. Donc en fait, il arrivait à une matière qui était en fait assez unique. Et ce côté en fait très méfiant et conservateur, je pense qu'il peut y avoir dans certains médias. Il faut faire attention. Bien sûr qu'il y a des règles à respecter, mais je pense qu'il faut aussi savoir accueillir ces nouveaux usages si on veut vraiment être des médias populaires qui parlent au plus grand nombre. Gaspard ? J'adhère beaucoup à ce que tu viens de dire. Et il y a cette partie-là qui me parle beaucoup, c'est la logique du sans permission, et d'y aller et de ne pas attendre. Parfois, c'est un secteur qui est quand même assez bouché. Je n'aime pas parler comme ça, j'ai l'impression d'être un conseiller d'orientation dans un BDI, mais quand même, il y a un truc, qui est formidable avec les réseaux sociaux, et qui à la fois est un vrai danger démocratique, c'est que chacun ou chacune peut devenir émetteur ou émettrice de contenu. Et ça, parlons des forces déjà pour être positif. Ça permet une plus grande diversité sur le territoire, je crois, des incarnations de celles et ceux qui font les médias d'aujourd'hui. Moi, j'ai grandi à Armentières, dans le nord de la France. On m'a toujours dit, mes parents m'ont toujours dit, mais on ne connaît personne. Donc, fais autre chose. Fais une école de gestion, fais avocat, fais médecin, mais ne fais pas des médias parce qu'on ne connaît personne et ça ne marchera pas. Je crois que ça, Internet a permis davantage de représentation sur le territoire et de faire, de montrer, de mettre en lumière des journalistes comme Rémi Buzine, par exemple, qui vient de cette région-là aussi, de mettre en lumière cette nouvelle manière, des récits qui ne correspondent pas à cette espèce de petit élitisme parisien qui a longtemps constitué le monde de la presse. Avec la PQR, évidemment, qui était très présente, mais il y avait quand même cette espèce de... Voilà, les médias
des rois, si on veut. C'était vraiment à Paris qu'il fallait être. Et il fallait connaître du monde. Il y avait toute cette histoire de népotisme, etc. Donc moi, j'adhère à fond à cette logique de sans permission. Maintenant, ça vient avec 1001 problèmes dont on parlera certainement. La souveraineté numérique, comment est-ce qu'on vérifie une information, une pensée critique sur les contenus qui sont visibles sur les réseaux sociaux. Pour répondre de manière plus directe à ta question, Pierre, ce qu'on garde et ce qu'on jette, moi j'essaye de garder le fond. Et donc je travaille avec des journalistes qui travaillent pour d'autres médias, qui écrivent ces textes-là. C'est hyper important parce que vous m'avez fait l'amitié de me mettre journaliste. Moi, je ne me considère pas aujourd'hui comme journaliste. Je suis producteur, je suis créateur de contenu, incarnant, si on veut. Je n'écris pas les textes. Je passe beaucoup de mon temps à tourner des vidéos, à produire, à essayer de me demander comment tout ça est tenable. Sur les idées évidemment, mais je ne suis pas celui qui va au contact de l'information, sauf quand on fait des reportages de terrain, et ça arrive, mais ça arrive trop rarement pour pouvoir me prétendre. J'ai un grand-père qui était journaliste à La Voix du Nord, et je sais la sémantique, l'importance de ce mot, donc je l'utilise avec beaucoup de précaution. Sur la forme, en revanche, là où on vient casser un peu les codes, je crois, c'est que moi j'essaye de m'inspirer de ce qui marche. Tu le disais, sur la culture populaire, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Je suis beaucoup plus inspiré par Squeezie, par Seb Lafrite, par même des formats de Lena Situation, et je me pose la question, je me dis comment est-ce que ces formats qui cartonnent sur la forme peuvent se mettre au service d'un fond journalistique de qualité. Et ça, voilà, c'est en ça, je crois, on essaye d'avoir une relation, tu l'as dit, un peu moins, qui est plus incarnée, donc avec une posture peut-être un peu moins descendante. On a complètement rompu avec cette voix journalistique. Nous sommes ici à la Gaieté Lyrique, où Pierre est assis sur un fauteuil. Voilà, ça, on a arrêté cette partie-là pour essayer d'avoir une voix, parler normalement, quoi, comme si on expliquait des choses à des potes. Et ça fait partie des clés, je crois, beaucoup de pédagogie, rappeler toujours et sempiternellement les mêmes termes, mais pour faire en sorte que chacun et chacune puisse s'emparer de cette nouvelle information. Comment fait-on? Parce que moi, il se trouve que j'ai créé un média numérique il y a près de 20 ans avec quelques amis, Rue 89, qui était le premier média 100% numérique en France. Et comment fait-on pour résister à l'ivresse de la technologie? Moi, j'ai un souvenir d'une porte qui s'ouvrait et de la possibilité d'inventer des choses nouvelles, sans limite, sans garde-fou, sans tradition pesante qui empêche de faire des choses, et avec ce risque-là qui est d'aller trop loin, d'aller dans une pente qui nous éloigne des règles dont tu parlais, Léna, de la vérification, de la contextualisation, enfin tout ce qui fait le journalisme de qualité. Comment fait-on pour, quand on est dans des espaces qui n'ont pas cet environnement de règles qui peut être un carcan, mais qui existe, comment fait-on pour résister à cette ivresse-là? Je ne sais pas si la question a du sens. Moi, je pense que je suis très sobre quand même. Parce que c'est mon taf, en fait, dans la rédaction, d'être la personne qui va embêter tout le monde en leur disant « t'as bien vérifié ça, t'as bien checké ça » et tout ça. Donc, je pense que je suis... ça me conduit, Sam qui conduit. Voilà, c'est moi. Et ça devient d'où? Parce que tu disais que tu n'as pas eu de formation journalistique. Après, je me suis formée sur le tas. J'ai travaillé à Public Sénat, à Mediapart. J'ai travaillé dans des rédactions qui étaient quand même très rigoureuses. Donc oui, on sait faire. Mais après, je pense qu'il faut aussi tester des trucs. Il y a des formats qu'on teste, il y a des choses... on n'est pas à l'abri de faire des erreurs, ça c'est certain. Mais par contre, il faut garder les bases. Comme tu dis, tu vois, il faut partir de ce fond-là et essayer de l'habiller. Je pense que le journalisme de tout temps, ça a été... c'est Jocelyne Saab, qui est une journaliste libanaise incroyable. Allez voir tous ses documentaires et tout. Elle est vraiment trop ouf. Qui disait, en fait, et qui a couvert la guerre civile au Liban et d'autres conflits au Moyen-Orient, et qui avait un rapport qui était presque poétique, en fait, à ce qu'elle racontait. Elle avait un côté très artiste, et elle disait, quand on a une matière
d'information, en plus elle travaillait sur des matières qui étaient quand même extrêmement dures, on balance pas l'info comme ça aux gens. On la balance pas comme ça. On l'habille, on la travaille. C'est ça aussi notre métier à nous. Et puis par ailleurs, on a un rôle au Bondi Blog, je pense même plus qu'ailleurs, parce qu'on est un média qui est dans les quartiers populaires, qui parle des quartiers populaires, où il faut démocratiser l'info. En fait, c'est aussi une responsabilité. C'est trop facile d'aller chialer en disant oui, mais regardez, ils vont vers tel et tel média, qui sont des médias où c'est des fake news et compagnie. Nous aussi, on a un rôle à un moment de dire, en fait, cette information, faut qu'elle puisse être accessible. On peut pas continuer, on peut pas faire des articles de 15 000 signes et se dire en fait que la mère isolée qui a une charge mentale pas possible, quand elle rentre chez elle, est-ce qu'elle a le temps, la place, l'énergie mentale de se poser sur des papiers qui font 15 000 signes avec des mots parfois qui sont incompréhensibles? Non. Donc c'est aussi à nous de nous adapter, de vulgariser. Et vulgariser, c'est pas un mot qui est péjoratif. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus complexe de rendre un contenu accessible en gardant toute sa complexité, en expliquant par exemple la situation au Soudan avec toutes les imbrications qu'il y a dedans. Le rendre accessible, c'est un tour de manche qui est quand même, ça demande quand même de se remuer les méninges. Donc oui, il faut rester sobre, faites attention. Mais voilà. Gaspard, est-ce que tu es sobre? Je suis doublement sobre, parce que j'ai arrêté de boire en plus, donc Pierre, tu touches dans le mille. J'essaye de faire en sorte de... encore une fois, j'adhère beaucoup à ce que tu dis, parce que dans la rédac, donc il y a une dizaine de personnes qui sont salariées, et je passe mon temps à dire, attention, nos bureaux sont à République, mais on ne peut pas faire de l'information pour des gens du 11e. Parce que si on fait ça, on est foutu, et on ne peut pas faire non plus de l'info que pour des gens qui nous ressemblent, et il faut toujours penser contre nous-mêmes. Alors moi j'ai la chance quelque part, même si ça crée des débats très animés, d'avoir une maman qui adhère que aux médias de Bolloré. Donc je ne sais pas si c'est trop la tendance ici, mais je prends un petit pari. Qui est archi contre le service public, mais contre, si elle pouvait même pas le privatiser, hein, la disparition simple et nette du service public. Je veux pas la connaître. Voilà. C'est ton pire cauchemar, Pierre. mais ma maman, elle est hyper touchante parce que j'ai vu en 10 ans qu'elle s'est transformée sur le plan politique, que tout ce qui était aujourd'hui des opinions chez elle se transforme en fait irréfutable. Qu'un éditorialiste, un militant sur un plateau devient un journaliste à ses yeux. Et ça, c'est hyper important parce que oui, il y a CNews, oui, il y a le JDD, oui, il y a une bolloramisation des médias, une privatisation des médias en cours. Mais il y a aussi la même chose qui a lieu sur le numérique actuellement. Il y a Frontières, pour ceux qui connaissent ce média, qui est anciennement qui s'appelait Livre Noir, qui est une espèce d'héritage de ce truc-là. Et puis il y a des créateurs et des influenceurs d'extrême droite. Je veux dire, il y a une chapellisation du monde politique, parce qu'il y a aussi évidemment des streamers qui peuvent être très à gauche et défendre presque un côté anarchiste. Et puis il y a des gens qui sont aussi très centristes, etc. Donc mais il y a une chapellisation du monde médiatique et politique où chacun ne vient consommer plus qu'un média qui est d'accord finalement avec eux et leurs opinions. Moi, ça, j'essaie vraiment de lutter contre ça et de faire en sorte de dire, bon, bah voilà, nous, on a une ligne éditoriale qui est pas hyper, qui ne transpire pas, mais qui est humaniste, égalitariste, assez progressiste. Je pense que ça se lit quand même quand vous regardez nos choix de sujets. En revanche, on veut pouvoir être vu par toutes et tous. Et on ne veut pas moquer, on ne veut pas humilier les électeurs de Le Pen, de Zemmour, etc. On essaye d'être à fond sur les faits et de leur dire on va être absolument béton sur les sources. Parce que ça aussi, c'est un truc qui est important, c'est comment est-ce qu'on fait société. Eh ben, il faut retrouver des acquis communs. Et les sources le travail de source en fait partie. Donc typiquement, un truc qu'on fait, ça fait 1 an qu'on fait ça, on a une coordinatrice éditoriale chez nous qui s'appelle Chloé,
et qui s'occupe de faire des documents sources où elle va reprendre tout ce que je vais dire phrase par phrase dans ma vidéo et venir le corroborer avec plusieurs articles, idéalement des articles qui ne pensent pas pareil. Donc si on a un article du Figaro, eh ben, on va essayer d'avoir un article de Libé qui source à peu près la même chose. Même chose avec, quand c'est des sujets internationaux, on va essayer d'avoir, si on a le média de référence libanais sur un sujet, eh ben, on va essayer d'avoir le média de référence israélien en face pour essayer de contrer justement cette désinformation et cette recherche de faits alternatifs qui peuvent exister chez les audiences, particulièrement sur Internet, qui vont être en défiance des médias traditionnels et qui parfois se disent « Ah, sur Internet, au moins ce type-là ou cette meuf-là n'est pas soumis au giron de Macron ou des dominants, etc. » Et donc on essaye de faire ce travail-là de source. C'est un truc qui est hyper important, faire transparence sur la méthode, et ça fait partie des clés, je crois, de tendre la main pour refaire société et éviter cette chapellisation médiatique et politique. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, quand je suis arrivé sur France Inter, c'était en 2018, et Catherine Nel, qui était la directrice de l'information, à qui je veux rendre hommage, parce qu'elle était une grande directrice de l'information, elle m'a accueilli en me donnant 2 injonctions contradictoires qui m'ont empêché de dormir quelques jours avant de trouver la solution. Elle m'a dit « Ta chronique, c'est un édito, donc il faut que tu aies un point de vue. Mais on est le service public, on s'adresse à tout le monde. » Ce qui, a priori, est plutôt contradictoire, parce que si vous exprimez un point de vue, vous excluez une partie du public. Et je me suis demandé pendant plusieurs jours comment j'allais réconcilier les deux. Et en fait, je rejoins ce que tu viens de dire, c'est que je le fais par la pédagogie, c'est-à-dire que j'explique le cheminement qui m'amène à faire un choix et à dire ce que je pense d'une situation, en donnant aux auditeurs les clés qui leur permettraient de faire une autre conclusion que celle que j'ai eue. Et cette pédagogie-là, elle est aussi la réhabilitation des faits, c'est-à-dire que mon opinion, elle n'est pas basée sur mes biais ou mes préjugés ou mon idéologie, elle est basée sur une analyse des faits. Et de cette analyse, je tire une conclusion. Et ça fait partie, je pense, effectivement, de cette démarche qui vise on en parlait tout à l'heure, mais à établir la confiance, à rétablir la confiance qui n'est hélas pas au rendez-vous. Sur la question des contenus, de ce que vous faites sur vos médias respectifs, alors le Bondi Blog, on sait, est né de ce besoin de donner une voix aux quartiers populaires à un moment de crise. Mais on pouvait imaginer à l'époque et ça a été d'ailleurs une discussion dans beaucoup d'organes de presse, etc., que ces médias allaient s'en emparer en se disant oui, on a négligé les quartiers, on ne leur a pas donné de voix, etc., mais on va corriger. La réalité, c'est que 20 ans après, le Bondi Blog est toujours indispensable. Ben oui. Oui, on est toujours indispensable, mais aussi... ça dépend, parce que je pense qu'il y a quand même des médias qui ont fait quand même des efforts pour que leur rédaction soit moins homogène d'un point de vue de la race, d'un point de vue social, d'un point de vue... Il y a quand même quelques efforts chez certaines rédactions. Il ne faut pas voir tout en noir, mais par contre, oui, c'est vrai que les quartiers populaires, ce n'est pas un sujet. En fait, c'est pas un sujet, et pourtant c'est un sujet. C'est un sujet de politique publique qui est assez complexe parce que ça regroupe, je ne vais pas vous étouffer, mais ça regroupe des questions de logement qui sont complexes avec la question des grands ensembles de l'ANRU. C'est interministériel, donc il y a des questions de logement, d'éducation, de santé qui en fait sont pas traités comme tels et on en parle très peu. Il y a toujours une surfocalisation sur des questions de narcotrafic, sur des questions en fait qui sont extrêmement dures. Donc les biais sont sensiblement les mêmes et ça oui c'est assez triste quand même. Mais on a aujourd'hui aussi des espaces d'expression qui sont beaucoup plus nombreux. Il y a encore le Bondi Blog qui forme encore et toujours des journalistes de qualité qu'on retrouve dans plein de rédactions, à Mediapart, à France Info, et qui en fait sont aussi ces voix-là. C'est-à-dire qu'elles apportent une connaissance de leur quartier, une connaissance des réseaux aussi, parce que quand, par exemple, à Nanterre, ça pète, parce qu'un jeune se fait tuer en pleine rue,
En fait, il y a des gens qui ont des réseaux sur place. Et ça, c'est important, en fait, d'avoir des rédactions qui sont représentatives de la société. Et malheureusement, ça, le journalisme, pour différentes raisons, je trouve que la plupart des rédactions ne sont pas à la hauteur de ce point de vue-là. Que les rédactions, aujourd'hui, restent encore beaucoup trop homogènes dans leur composition. Donc oui, le Bondi Blog est indispensable. Il y a aussi d'autres médias qui racontent les quartiers populaires qui ont émergé. Je pense à Banlieusards Nouveaux, je pense à Éco-Banlieue, je pense, il y a Street Press aussi qui quelque part parle des quartiers populaires. Donc aujourd'hui, on a de la chance aussi d'avoir beaucoup plus de médias de ce type-là, et c'est important parce qu'en fait, il faut bien se figurer que le racisme, que la figure médiatique des jeunes de quartiers populaires, elle est très écrasante. Elle est très écrasante pour les jeunes qui grandissent dans les quartiers populaires, pour la manière dont on se construit, quelle représentation de soi on va avoir dans les médias. Et c'est très écrasant parce qu'il n'y a pas de place pour en fait les particularités que tout le monde a. Enfin, ceux qui vont aimer la danse, ceux qui vont aimer... En fait, on est tous extrêmement différents. Et ça, il faut aussi que ça ait sa place dans le récit qu'on a envie d'en donner et qu'on a besoin d'en donner aussi. Donc, je m'égare un peu de fou, là, quand même. Je ne sais pas où je suis partie. Mais en fait, voilà, il y a tous ces récits qui ont besoin d'exister et qui, en fait, grâce à la place que laisse YouTube, TikTok et tout ça, ont une place. Donc oui, médiatiquement, les quartiers populaires, c'est encore vraiment un angle mort. l'ANRU, je pense que la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est. Il y a encore des gens qui pensent qu'on met des centaines et des centaines d'argent public dans les quartiers populaires, alors que c'est faux. Les quartiers populaires sont moins bien dotés que le reste que d'autres territoires. Donc voilà, il y a ça. Et j'aimerais aussi soulever un paradoxe. C'est que, on l'a vu par exemple pendant la cérémonie des JO, où en fait la place des artistes qui viennent des quartiers populaires est assez forte. Il y avait Rimka, il y avait Aya Nakamura. À l'international, en fait, je pense que si vous parlez à des gens, si vous leur demandez, en fait, en France, t'identifies qui, ils vont parler de Kylian, qui vient de Bondy, évidemment. Voilà, quand même. Et ils vont aussi parler de cette culture populaire qui vient des quartiers populaires, qui vient des marges. Et en fait, cette culture qui vient des marges, elle est très présente, elle rayonne, elle est française, elle est perçue à l'étranger comme française. Et ça, c'est assez paradoxal, en fait, de voir comment, en 20 ans, depuis que le Bondi Blog est né, où moi, je me souviens de 113 qui vient récupérer un prix aux Victoires de la musique, et c'était très bizarre, tout le monde était très mal à l'aise et tout. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, en fait. Cette place-là, elle est acquise, elle est conquise, en fait, elle a été conquise. Et il y a ce paradoxe, en fait, entre ces quartiers populaires qui se sont imposés dans le monde culturel, à l'international, et qui restent encore très invisibles dans les médias mainstream, disons. Gaspard, toi, parce que tu disais que tu fais une vidéo tous les 15 jours, ça. C'est quoi tes choix? C'est quoi ta hiérarchie de l'information? Bon, alors nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un média assez généraliste, au fond. C'est des vidéos assez généralistes qui parlent quand même avec l'idée, c'est de porter un regard quand même sur le monde complexe, en changement, donc avec une attention particulière sur l'international. C'est un média qui est fait d'abord pour des jeunes, même si aujourd'hui je ne sais plus tellement ce que ça veut dire, mais on va dire que l'audience moyenne est surtout entre 18 et 40 ans. C'est très jeune. Non, alors oui, c'est assez jeune, mais ça dépend de quel tropisme. Tu dis ça à un lycéen, il se pose, tu dis 40 ans, pour lui ça va déjà représenter, enfin même moi, on m'appelle bonjour monsieur quand je passe devant un lycée, ça me fait bizarre. Donc il y a vraiment ce truc, il y a une rupture d'usage générationnel en matière de consommation, même si j'aime pas tellement ce mot, consommation médiatique. Et je pense que pendant longtemps, les médias traditionnels, dit comme ça, la presse écrite, la télévision, la radio, ont eu beaucoup de mal à s'intéresser, pas à intéresser, mais à s'intéresser aux jeunes en se disant Internet, c'est une sous-culture, etc.
Il y a encore 10 ans, je veux dire, Squeezie était reçu chez Ardisson en disant bon, bah, vous êtes un génie, vous êtes un énorme branleur, vous faites des vidéos en regardant, vous faites des parties de jeux vidéo dans votre chambre. Et Ruquier disait à une créatrice de contenu qui s'appelle Natou, mais ce sont vraiment des vraies audiences quand on parle de millions de gens sur Internet. Donc on voit quand même qu'en 10 ans, on a quand même fait du chemin, tant mieux. Mais à la fois, tant que les décideurs seront issus d'une génération qui consomment la télévision, la radio, s'informent par la presse écrite, tant que les décideurs seront des grands bourgeois parisiens qui lisent le monde diplomatique, qui ont la capacité d'attention pour pouvoir consommer de l'organe média de grande qualité, mais qui ne s'adresse pas au grand public aujourd'hui, eh ben, il y aura un biais et il y aura une grande difficulté à aller rejoindre les jeunes. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui se sont construits des nouvelles formes médiatiques. Il y a les youtubeurs, les créateurs de contenu, il y a ce qu'on appelle les pure players aussi sur Facebook, YouTube, Instagram, que sont Brut, Combini, etc. Ils ont pris un espace qui était vacant, celle de l'information sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais juste attirer votre attention sur un point, mais qui pour moi est criant, c'est la question du financement. Peut-être qu'on en parlera, comme la question algorithmique. C'était ma question suivante, vas-y. Mais alors, je te devance un peu, Pierre, sur cette question-là du financement. Pour moi, il y a déjà une vraie preuve de snobisme des médias sur Internet, sur les aides publiques, par exemple. Le secteur de la création numérique en France est subventionné, jusqu'à l'année dernière, à hauteur d'1,8 million d'euros par an. On peut se dire que c'est pas mal d'argent, mais en fait, aujourd'hui, la création numérique sur Internet, ça fait... Pardon ? Millions. 1,8 million d'euros. C'est pour ça que c'est important. 1,8 million d'euros. Ça représente absolument rien, en fait. L'information, ça coûte hyper cher. Et pour vous donner un comparatif, un média comme Le Parisien, qui appartient à l'homme le plus riche de France, et qui pendant longtemps, qui parfois selon les saisons est même carrément l'homme le plus riche du monde, reçoit plus de 12 millions d'euros d'aide annuelle par an. Je ne dis pas que Le Parisien n'est pas important, je dis simplement que je pense qu'il est important que notre ministre de tutelle, Rachida Dati, se pose la question de se dire comment est-ce qu'on fait pour subventionner aussi de la presse indépendante en ligne, là où les yeux des moins de 40 ans sont. Un type comme Hugo Décrypte, qui a 10 ans était un étudiant seul dans sa chambre, aujourd'hui réunit et rejoint plus de 20 millions de Français chaque mois. C'est un délire. Et le type reçoit 0 € de subvention d'aide à la presse. Là où d'autres médias qui sont moins plébiscités par les jeunes, mais qui sont quand même nécessaires aujourd'hui et qui appartiennent c'est de la presse de milliardaires, encore une fois, eux sont subventionnés. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion sociétale, mais tant que les décideurs politiques, médiatiques seront déconnectés des nouveaux usages médiatiques, je pense qu'il y aura plein de nouveaux acteurs qui vont essayer de se construire un peu comme ils peuvent. Puisque tu gardes le micro, c'est quoi ton modèle économique ? Aujourd'hui, le modèle économique, j'identifie quatre modes de financement qui s'offraient à nous un peu au départ. Le premier, c'est l'abonnement. Donc l'abonnement de jeunes, malheureusement, les moins de 35 ans ont perdu l'habitude de s'abonner à des médias payants, puisqu'on a vécu dans une génération du tout gratuit sur Internet. Et donc j'ai essayé de faire du financement participatif, mais ça me rendait assez mal à l'aise, d'autant qu'aujourd'hui un jeune sur 4 vit quand même sous le seuil de pauvreté en France, de demander 10 balles par mois à ces jeunes-là, alors que j'avais potentiellement d'autres modes de financement. Le deuxième, c'était faire de la levée de fonds auprès de milliardaires. Ça me rendait très mal à l'aise aussi d'aller demander des fonds à un milliardaire sur ma structure médiatique, parce que je ne voulais pas avoir un décideur qui puisse orienter nos choix édito. Le troisième point, c'est l'argent public. Je vous ai dit, c'est simple, ici, il n'y en a pas. Et le quatrième point, donc, c'était les annonceurs. C'est un modèle qui est imparfait, mais aujourd'hui, c'est le modèle qu'on a décidé de choisir pour l'écrasante majorité de notre source de revenus. Ça vient d'annonceurs. Donc, on travaille avec 70 à 100 annonceurs par an, qui ont tous des intérêts divergents. C'est important de le dire parce qu'on pourrait dire que ce type-là, du coup, est soumis à des intérêts particuliers, etc. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise de travailler avec 70 annonceurs par an qui ont tous des intérêts divergents, qui, pour l'écrasante majorité d'entre eux, sont des VPN ou des services numériques. Donc, c'est des courtes intégrations que je fais pendant 1 minute.
avant mes vidéos, c'est décorrélé toujours de l'édito. Les journalistes qui travaillent ne s'occupent pas du tout de cette partie-là et ne sont jamais en lien avec ni les annonceurs, ni les agents, puisqu'il y a une régie publicitaire du coup qui s'occupe de négocier ces placements d'annonceurs. Mais donc, on se finance par un modèle d'annonceur. C'est un modèle qui est imparfait, mais et c'était pas mon rêve, pour être honnête avec toi, de faire des publicités pour des VPN quand j'étais petit. Mais ça peut vous paraître étonnant, mais aujourd'hui, c'est le modèle qu'on a trouvé pour pouvoir financer ces reportages à l'étranger qui coûtent parfois entre 40 000 et 50 000 euros à produire. Et ces vidéos qui, à chaque fois qu'il y en a une qui sort sur la chaîne, coûtent à minimum 15 000 euros à produire. Donc il y a vraiment cette économie qu'il faut trouver. Et donc je me suis inspiré finalement du modèle économique de Squeezie, Lena Situation & Co, qui font justement ces intégrations-là, mais en essayant de le faire avec beaucoup de déontologie. Le Bandiblog. Alors, les VPN, non? Les VPN, non. Non, on fait pas de... En gros, le Bandiblog, c'est des subventions publiques, mais effectivement, on est aussi dans cette même situation. C'était que nous, les aides à la presse, c'est peanuts. Pour le dire, c'est 10 000 euros. Avec 10 000 euros, on va pas très, très loin. Et les subventions, comme pour toutes les associations, elles sont en baisse. Nous, on a vu nos subventions être réduites de moitié après les révoltes de 2023. C'était un sacré timing quand même. Mais oui, donc en fait, c'est toujours une gymnastique oui, on va chercher des subventions là-bas. On fait de l'éducation aux médias et à l'information aussi. De fait, on en a toujours fait parce que c'est ce qu'on fait, on forme des journalistes. Et on fait aussi des partenariats, donc des partenariats avec des gens qui sont sur notre territoire, la Maison de la Culture du 93, le Canal 93, parfois le Palais de Tokyo. Enfin, on a ce type de partenariat ou le Festival du film franco-arabe qui a lieu actuellement à Noisy-le-Sec. Voilà. On a ce type de partenariat, mais clairement, du coup, on ne roule pas sur l'or. Et c'est toujours une gymnastique acrobatique. Voilà. Mais la question sans blague à part, cette question-là, elle est hyper importante parce qu'on remplit aussi une mission d'intérêt public. Parce qu'en fait, on informe sur des sujets qui ne vont pas forcément être traités. Les paris sportifs, par exemple, ça passait complètement sous les radars des rédactions traditionnelles. Comment les paris sportifs, en fait, affectaient des jeunes de quartier populaire qui étaient la cible, en fait, de ces campagnes-là. Et on a des jeunes qui se retrouvaient endettés, qui se retrouvaient dans des misères pas possibles. Donc, en fait, il y a plein de sujets où en fait, on a une importance sans vouloir nous jeter des fleurs. Et c'est vrai que la question du financement, quand on veut être indépendant, elle est très, 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 très complexe. Je vais vous passer la parole dans la salle, mais une dernière question avant de passer aux questions de la salle. Vous y avez fait un peu allusion aux réseaux sociaux, etc. Il y a un énorme débat sur l'information sur les réseaux sociaux, sur quelle régulation, faut-il bannir TikTok qui nous rembête. Enfin bref, il y a beaucoup de débats un peu partout autour de ces questions. Comment vous le vivez et comment vous vous situez par rapport et vous arrivez à exister avec une crédibilité dans un univers qui tend à tirer vers le bas plutôt que vers le haut? Je pense que ces débats, ils sont aussi vieux que l'apparition de la télé, oui. quoi. Donc non, je pense qu'encore une fois, il faut faire avec. Et puis, il ne faut pas sous-estimer complètement les gens. Je pense qu'il y a des gens il y a beaucoup d'usagers, d'usagères qui sont pleinement... moi, ça m'impressionne. Il y a beaucoup de gens qui ont accès à beaucoup d'informations, qui en fait, ont acquis aussi des réflexes journalistiques. Et c'est intéressant parce que parfois, on voit des internautes qui reprennent des médias qui en fait sont un peu des vigies et qui vont reprendre des médias en leur disant « Ah, mais sur tel truc, il y a une erreur ou machin », et parfois à raison. Donc aussi, on a aussi, je pense, des générations qui sont peut-être mieux formées à ça et qu'il faut continuer à former. C'est aussi, il y a aussi un enjeu d'éducation dans l'éducation nationale, de former en fait des futurs citoyens à savoir comment s'informer, à savoir... reconnaître une information d'une fausse information, à avoir justement les réflexes dont on parlait,
Est-ce que l'information qu'on me donne, est-ce que je ne vais pas la recouper, voir s'il y a un autre média qui en parle, ces choses-là. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont totalement au fait de ça et qui ont de bons réflexes. Donc, il ne faut pas aussi prendre les gens pour des imbéciles. Voilà, et encore une fois, je pense que de toute façon, on ne va pas interdire Internet maintenant, a priori. Donc il faut faire avec et le mieux qu'on peut. Pour compléter un peu, j'adhère à ce qui a été dit. Moi, j'appelle souvent à un sursaut de souveraineté numérique, parce qu'on a quand même un énorme enjeu qui n'a jamais été le cas, je crois, dans l'histoire de l'information. C'est qu'aujourd'hui, les moins de 35 ans s'informent à 90% à travers un média en ligne ou un créateur ou créatrice de contenu d'information. À 90%, c'est énorme. Ça veut dire qu'ils ont lâché progressivement la télévision, la radio de leurs parents, qui ont des audiences qui sont encore là, mais qui sont des audiences de plus en plus vieillissantes. Pour vous dire, une émission qui va être jeune sur le PAF, ça va être une émission qui va avoir 45 ans de moyenne d'âge, ce qui est quand même pas hyper réjouissant concernant l'attrait que la télévision, la radio peut avoir sur les nouvelles audiences. Moi, j'appelle un sursaut de souveraineté numérique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la manière qu'on a de diffuser nos contenus, c'est à travers des algorithmes qui sont soit américains, soit chinois. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire du paysage, dans l'histoire de l'info, qu'un intermédiaire étranger se situe entre le citoyen et le journaliste. Un intermédiaire étranger se situe entre le citoyen et l'incarnant, le média. Et ça, je suis très inquiet parce qu'on voit aux frontières de l'Europe ce qui a pu se passer par exemple avec l'élection de Călin Georgescu, candidat nationaliste, inconnu au bataillon ou presque. En Roumanie. En Roumanie, qui émerge. Et grâce à TikTok, et en un an, le mec fait une percée éclair. Contre toute attente, il arrive au premier tour. Et il faut que la Commission européenne, finalement, invalide cette élection. Et il y a un retour aux urnes. Enfin, on n'est quand même pas passé loin d'une catastrophe. Et cette ingérence-là possible d'acteurs étrangers, moi, elle me terrifie parce que je la vois de manière générale au quotidien. Quand vous publiez un contenu sur TikTok qui ne plaît pas forcément à l'algorithme, honnêtement, la réalité, c'est que la plateforme peut l'enlever du jour au lendemain et sans vous donner aucune raison. Moi, ça m'est déjà arrivé assez souvent. Sur YouTube, la censure, elle ne dit pas son nom exactement comme ça, parce que les contenus sont démonétisés. Donc ils peuvent continuer d'exister, mais s'ils sont démonétisés, il est montré à plein d'endroits que du coup ils sont moins montrés dans l'algorithme, parce que c'est une plateforme américaine, capitaliste, qui a pour but de faire venir de l'argent grâce aux annonceurs. Donc ils n'ont aucun intérêt à mettre en avant un contenu qui va être non annonceur friendly. Et donc si vous parlez de génocide, si vous parlez de viol, si vous parlez des Ouïghours par exemple, ça va être des sujets qui vont être considérés comme non annonceurs friendly. Donc il y a des petites méthodes et honnêtement, je ne crois pas qu'elle marche des masses, mais c'est que quand vous voyez un créateur ou une créatrice de contenu d'information ou un média en ligne, parfois ils vont dire, ils ne vont pas mettre le mot viol, ils vont mettre le mot V*OL. Voilà, c'est ce genre de choses qui sont mises en place aujourd'hui pour essayer de contourner un petit peu les algorithmes et faire en sorte que la vidéo puisse ne pas être shadow ban, encore une fois, désolé pour les anglicismes, mais ça se traduit très mal, c'est rendu quasiment fantomatique, invisibilisé sur les plateformes. Et donc, moi, vraiment, c'est quelque chose qui m'inquiète profondément. Je m'engage aujourd'hui à travers une union qui est l'union des métiers de la création de contenu. Et dedans, il y a des créateurs d'information et des créatrices d'information aussi. On essaye d'appeler un sursaut européen, français sur ces questions-là, parce que plus les années et les décennies vont progresser, moins on va avoir le contrôle sur la manière dont on distribue l'information, et je crois que c'est un enjeu pour la liberté de la presse. Merci, c'est une très bonne initiative. Alors, est-ce que vous avez des questions, et si possible des vraies questions? Bonjour, merci beaucoup. Vous avez beaucoup parlé d'aujourd'hui et d'hier, comment c'était les médias. On a très peu parlé d'aujourd'hui et demain, c'est-à-dire l'IA, et la création de contenu avec l'IA. Comment vous voyez vos métiers et là aujourd'hui sur
d'autres plateformes, plus de 30% sur les Spotify qui sont création de podcasts et de musique par IA. Sur Amazon, ça dépasse les 15%. Et demain, sur YouTube, sur la presse, les réseaux sociaux, la création de contenu par IA. Comment vous voyez ça ? Excellente question. C'est une très bonne question. C'est une question qui est très compliquée en vérité. Je pense que c'est important de deux choses. Peut-être la première, c'est au sein des équipes de rédaction, etc., faire beaucoup d'explications, de ne pas surutiliser l'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'il y a un usage très très modéré au sein de mon équipe, pas dans la création de contenu, pas dans la création d'articles ou dans la rédaction, mais plutôt dans la recherche de titres, par exemple. Pourquoi pas ? Parce qu'aujourd'hui, je crois que les modèles sont pas encore assez bons en fait pour faire la nuance. Tout le travail du journalisme dans son histoire, c'est justement de porter un regard analytique extrêmement précis et méthodique sur les choses. Et ChatGPT devrait retourner à l'école un petit peu, je pense, en master de journalisme à plein d'endroits. La deuxième chose, je pense, c'est faire de l'éducation média. Tu en as déjà très largement parlé, Elena, mais faire de l'éducation média chez les jeunes. Mais en vérité, je crois on commence à le faire plutôt bien dans les écoles, mais aussi dans toute la société. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces boomer traps, donc les pièges à boomers sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est des images qui ont l'air réelles, qui sont faites avec l'intelligence artificielle générative, mais qui en fait sont des... Et moi, honnêtement, ma grand-mère, je pense qu'elle peut vraiment, vraiment, vraiment tomber dedans. Et donc, parce qu'il faut, tu l'as dit, il y a eu une telle évolution technologique qu'il faut vraiment former continuellement la société à ça. Voilà, ça ne répond pas frontalement à la question, mais voilà les inquiétudes que j'ai et les bouts de solutions. Oui, bonjour, merci de ces réflexions et de ces témoignages. Désinformation, crise démocratique. Je suis Xavier Guillaume, militant associatif et syndicaliste. À quelques centaines de mètres d'ici, il y a des débats entre journalistes, syndicalistes sur le risque de l'extrême droite. Si ce risque se réalisait ici en France, c'est quoi votre plan de continuité d'activité ? Vous passez dans la clandestinité. Ouais, je pense que par exemple pour un média comme le Bondi Blog, c'est sûr que nous, le peu de subventions publiques qu'on a, il disparaît tout simplement parce que on a vu l'extrême droite à l'œuvre dans des municipalités. On sait comment ils opèrent quand ils arrivent au pouvoir. On le voit aussi via les amendements qu'ils posent lors, par exemple, là, du PLF ou du PLFSS, enfin, du projet de loi de finances, du projet de loi de finances de la Sécu. Donc là, par exemple, j'ai vu que sur les droits des femmes, ils voulaient aussi couper des subventions. Donc ils sont très forts sur la coupe de subventions, ce qui, nous, au Bondi Blog, nous arrange pas. On sait qu'ils ont un discours qui est extrêmement hostile à l'égard des jeunes issus de l'immigration. Ces jeunes de papier, je sais plus c'est quoi l'expression. Français de papier. C'est français de papier. Donc oui, bien sûr qu'il y aura des ajustements. En vrai, le jour où c'est très compliqué à prévoir. C'est très compliqué à prévoir. Qu'est-ce qu'on va faire jour 1 on ne sait pas. Est-ce que ce ne sera pas en premier prendre soin des gens qui seront les plus exposés, des gens qui sont sans papier ? Est-ce qu'on va rester journaliste aussi ? Est-ce qu'il n'y aura pas des urgences qui vont prendre le pas ? Parce qu'il y a un moment, nous, on ne croit pas à la neutralité. Notre parole, elle est située. On parle d'un endroit. On a une histoire. On croit à l'honnêteté qu'on donne... dont on fait preuve vis-à-vis de nos lecteurs, de nos lectrices. C'est ça le plus important. Leur dire comment on travaille, se reposer sur des faits, être le plus rigoureux possible. Donc oui, nous, par exemple, on est fondamentalement contre l'extrême droite et ils sont fondamentalement contre nous. Il n'y a pas de galère. Mais ouais, je ne sais pas exactement, c'est votre question, c'est est-ce qu'on travaillera différemment, c'est ça, plutôt ? Est-ce qu'on anticipe ? C'est compliqué d'anticiper. Oui, on essaye de voir l'avenir sans subvention, ça c'est sûr, mais oui, ça reste compliqué d'anticiper. Gaspard, tu veux dire un mot ?
Tu rentres dans la clandestinité, toi? Juste un mot. En fait, je pense que ça va forcer beaucoup d'acteurs qui sont dans un esprit de nuance à réaffirmer des vraies lignes éditoriales. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés sur Internet, que ce soit des créateurs de contenu ou des créatrices de contenu, ou alors des médias, qui ont joué justement sur une espèce de très grand public et d'avoir une éditoriale un peu molle, pour le dire ainsi. Là où un Libération, par exemple, un Figaro, Le Point, la presse écrite historiquement avait plus de... Pardon, je vais dire un gros mot s'il y a des enfants dans la salle, mais plus de couilles, et on dit genre, ou plus de courage, voilà, disons-le comme ça, c'est beaucoup plus élégant, plus de courage, et ils se sont dit, ok, on y va, et on va assumer ce courage-là de porter une éditoriale, qui est parfois anti-extrême droite. Moi, je garde un peu un regard aussi, pas d'espoir, parce que si ça doit arriver là, ça veut dire que l'extrême droite sera au pouvoir, mais quand on l'a vu aux États-Unis, par exemple, sous l'ère Trump, les médias démocrates n'ont jamais été aussi puissants que pendant l'ère Trump et n'ont jamais été aussi mous que pendant les années Obama. Et donc je pense que ça va aussi forcer le lectorat, les électeurs à se redynamiser et se resituer sur des fondamentaux de valeurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas. Oui, je voudrais donner la parole à une femme. Oui, premier rang. Je ne sais pas où est le micro. Ah ben non, après, le micro est tout en haut. Merci beaucoup. Non, ça va. Je m'appelle Mélina, je suis une ancienne de RSF, passée de l'autre côté de la fabrique médiatique. Maintenant, je suis attachée de presse pour une ONG humanitaire. Et du coup, je vous demande comment on fait pour continuer à faire la lumière, attirer l'attention sur des situations humanitaires ou de droits humains atroces, sans lasser notre audience et sans verser dans le sensationnalisme. Parce que des fois, je me vois en train d'écrire des communiqués de presse où en fait, j'écris des trucs en mode catastrophe humanitaire au Soudan et j'ai l'impression de juste reproduire des discours auxquels j'ai pas envie d'adhérer. Donc, comment on fait pour continuer à informer quand l'actu est hyper lourde ? En soi, je pense qu'en l'actu, on ne peut pas dénaturer une information non plus. C'est-à-dire là, par exemple, ce qui se passe au Soudan, c'est proprement abject. Je pense que j'écoutais Hind Medeb, qui est journaliste, qui parlait de ce sujet-là. On parle de génocide, on parle aussi... on parle aussi d'un génocide annoncé, d'un massacre annoncé. Donc oui, là c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas sur ce genre de format, en tout cas, peut-être que toi tu auras un regard qui sera différent, mais je pense que c'est pas sur ce genre de format où on teste des choses éditorialement parlant. On va pas commencer à mettre des paillettes et des typos un peu fun et tout sur des sujets comme ça. Reste que ça reste indispensable d'en parler, que on est à RSF justement, mais je sais que moi c'est un truc en tant que journaliste qui me travaille beaucoup, cette question de mort kilomètre, de comment est-ce qu'on parle en fait de ces sujets-là, comment est-ce qu'on communique en fait aussi aux gens l'importance en fait de s'emparer de ces sujets-là pour que les choses bougent. Mais après oui, c'est délicat. C'est délicat en fait d'avoir une créativité, on va dire, sur ces sujets pour qu'ils touchent toujours. Gaspard ? Mais en fait, moi, je me retrouve dans cette crainte que tu as, parce que parfois, c'est pas que j'ai honte, mais je me dis, comment est-ce que on doit trouver des titres de distribution, des miniatures, des choses pour distribuer le contenu sur les réseaux sociaux qui poussent quand même à la radicalité, pas forcément d'opinion, mais en tout cas la radicalité de propos. Et ça, c'est pour pouvoir être visible sur un algorithme et susciter le clic, l'intérêt des lecteurs, des internautes. Je vous donne un exemple très bête, mais on a fait un documentaire pendant un mois, on est parti au Québec et au Canada sur les pensionnats autochtones.
c'est l'histoire coloniale canadienne. Il se trouve qu'il y en a eu un aussi en Guyane, hein, pour information. Donc ça a aussi existé en France, mais c'était plus marginal là où, au Québec. Vraiment, la loi sur les Indiens, c'est une citation, hein, la loi sur les Indiens telle qu'elle est encore inscrite aujourd'hui au Canada. Bon voilà, on a voulu enquêter là-dessus. Donc on a rencontré beaucoup d'acteurs sur le terrain, etc., etc. Pour moi, c'était important parce que j'ai vécu un moment à Montréal, au Québec. Bon, la vérité, c'est que comment est-ce que tu intéresses des Français à ce sujet-là de l'histoire coloniale canadienne, qui est un sujet de société, hein, pour le coup, au Québec et dans la francophonie, dans cette partie-là de la francophonie, mais qui n'en est pas un en France. Et ben, tu dois trouver un titre de distribution qui va ne pas inclure pensionnat pour autochtones. Et donc, nous, le titre qu'on a du documentaire en ligne, c'est 150 000 enfants arrachés à leur famille. C'est un peu putassier, en vérité, comme titre, si on se dit les choses. Mais c'est la manière qu'on a eue pour pouvoir aller chercher le clic. Je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Maintenant, si on est tout à fait droit dans nos bottes, c'est une histoire qui est vieille comme la presse, où il fallait... je veux dire, il y a 150 ans, les journaux avaient aussi parfois un sensationnalisme trop important sur des sujets, etc. Moi, on m'a dit ce truc atroce, mais je vous le partage. On m'a dit ce qui fait le plus vendre dans la presse, c'est la peur. Bon, bah voilà, je pense qu'il faut savoir aussi lutter avec déontologie au sein de et se dire qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui ne l'est pas quand il faut distribuer un documentaire, un article, une chronique. Hubert Beuve-Méry disait « faites chiant », mais ça ne vendrait pas beaucoup aujourd'hui. Aurélie ? Une petite question qui est un peu, je dirais, en marge du journalisme, mais évidemment avec la menace de l'extrême droite partout dans le monde, on ne peut pas y être indifférent. Il y a quand même une facilité et une adéquation, je dirais, entre le type de message véhiculé par l'extrême droite, politiquement, et le support, hein, des réseaux sociaux. Exactement ce que vous venez de décrire, d'ailleurs, sur le côté putassier. Alors, comment faire pour lutter avec des messages démocratiques ou des valeurs démocratiques sur ces réseaux numériques qui, en outre, appartiennent, comme vous l'avez dit aussi, à des puissances étrangères, chinoises ou américaines. Parce qu'on a tous quitté X, on est beaucoup à ne pas être sur TikTok pour ces raisons-là, mais en même temps, on se prive aussi d'outils. Alors, voilà. C'est une question fondamentale. J'ai envie d'apporter un peu d'espoir là-dedans. Je pense à ce qui s'est fait à New York très récemment avec Zoran Mamdani, qui nous a montré que c'était possible d'intéresser une jeunesse qui s'était désengagée peut-être de la politique, et pas simplement une jeunesse, une partie des citoyens qui s'étaient désengagés de la politique et qui a fait une super campagne dans le Bronx, dans des quartiers populaires à New York, qui a su s'emparer des réseaux sociaux pour le bien commun, avec des messages de solidarité, de rendre la vie plus abordable, des messages pro-climat. Et donc, en ça, j'ai bon espoir quand même qu'on puisse porter des messages qui ne soient pas simplement des messages de haine, de peur des autres. Mais je crois que nous, citoyens, on doit demander à nos politiciens, politiciennes, aux décideurs de pouvoir faire preuve de curiosité, parfois de rompre avec leurs vieilles traditions pour pouvoir s'emparer de ces réseaux-là et de se les réapproprier. Même si je crois aussi, et c'est ce que je disais sur la question de la souveraineté numérique, qu'aujourd'hui, la réponse française et européenne sur la question de la souveraineté numérique, elle est faiblarde au possible. Et on s'en parlait tout à l'heure. Il y a 2 semaines, on m'a invité à l'Élysée avec Martin Hadjari, le patron de l'Arcom, Bruno Patino, le patron d'Arte et d'autres, pour conseiller, donner des clés de lecture au président de la République. Donc j'y suis allé, j'étais le seul en jean, ils étaient tous en costume 3 pièces, et je me suis dit, mais bon, ok, vas-y, banco, je vais y aller, j'en attends pas grand-chose, mais je vais voir. Il n'y a pas de volonté politique.
la bataille est perdue. Là, il se pose la question sur l'IA en ce moment. Donc c'est une bonne question. Enfin, je veux dire, la souveraineté numérique concernant l'IA, comment est-ce qu'on reste souverain en européen sur Mistral et toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont importantes. Mais sur la question des réseaux sociaux, des algorithmes, etc., franchement, j'ai l'impression que l'éponge a été jetée depuis longtemps. Donc c'est aussi à qui on donne notre confiance dans les urnes pour faire des appels politiques à plus de contrôle de ces algorithmes détenus par des oligarques américains ou chinois. Une dernière question. J'avais dit que je donnerais la parole à monsieur, et après, on me demande de rendre l'antenne, comme on dit. Bonjour, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Vous parliez de la chapellisation d'Internet. Ça m'a rappelé qu'entre les deux guerres, quand la presse en France publiait le plus grand nombre de journaux, on avait des journaux qui représentaient toutes les obédiences, et que les Français étaient déjà à l'époque en train d'écouter finalement différentes sons de voix. La vraie question aujourd'hui, c'est comment on est arrivé à un moment où, quel que soit ce qu'on raconte aux Français, ils entendent la version qui les représente. Vous pouvez présenter, quand je l'ai vu, un documentaire d'Arte d'un jeune homme qui repartait aux États-Unis pour rencontrer après 15 ans des gens avec qui il avait fait l'école et qui maintenant votaient Trump. Et il leur disait, vous vous rendez compte, Trump est comme ça. Et ils disaient, oui, on se rend compte, Trump est comme ça. C'est pour ça qu'on va voter pour lui. Donc lui, il disait, non, mais il est dangereux. Et eux, ils entendaient, oui, mais il est vachement bon. Donc, comment aujourd'hui vous vous situez quand finalement, c'est plus vous qui êtes réellement les indicateurs du métronome, enfin du baromètre, mais que c'est finalement l'audience qui a décidé, en se réveillant le matin, quelle était la température. Et comment on réintéresse les gens à trouver un sens commun qui nous lie tous. Parce que c'est ça, en fait, la difficulté. C'est une société éclatée à cause de la peur. C'est une société éclatée à cause de la peur. On va laisser répondre. Oui. Je pense que, en fait, il y a des choses aussi qui sont toutes simples. Parce que, oui, si on regarde tous les problèmes, ceux que vous mentionnez là, c'est un peu paralysant. On se dit que notre travail, finalement, il ne sert pas à grand-chose. Mais moi, j'ai tendance à être plus optimiste et à me dire, en fait, on documente des réalités, des histoires qui sont extrêmement importantes à faire. En fait, continuer aussi à rester droit dans nos bottes, à privilégier les faits, à raconter des histoires qui doivent être racontées. En fait, continuer à travailler comme ça, tel des moines soldats, au bout d'un moment, ça fonctionne aussi. Il y a un moment, il y a des faits qui vont mettre tout le monde d'accord. Il y a des histoires qu'on va raconter qui vont avoir un effet qu'on n'aura pas forcément nous-mêmes anticipé. Donc, et là où on va être beaucoup plus mis en lumière à certains moments, où en fait, l'histoire qu'on aura racontée, elle aura beaucoup plus d'impact qu'on l'aurait souhaité ou espéré. Et en fait, bien sûr qu'il faut réfléchir à ce qui se passe autour de nous, essayer de s'adapter au mieux, mais en fait, continuer de façon très droite et très solide avec notre déontologie, notre rigueur, en essayant aussi de rester les plus droits possibles, d'expliquer notre travail aussi aux gens. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Merci. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que de vous écouter, ça m'a rendu optimiste dans un contexte qui ne l'est pas. Donc, bravo et merci. Donc, c'était la première table ronde et vous savez qu'il y a toute une journée, je vous renvoie au programme, et toute une journée suivie dans la soirée d'une fête. Donc, stay tuned.